Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à cette autre édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. Souvent, on est amené à faire ce qu'on ne devrait pas faire et l'on ne fait pas ce qu'on devrait faire finalement. Le sexe permet de donner la vie, mais il détruit aussi des vies. Notre invité de ce soir a été escort girl, a été parce que c'est du passé aujourd'hui. Pendant 6 années de sa vie, elle a découvert tous les vices du sexe, tous les vices de certains de ses clients. Elle a accepté ce soir de s'ouvrir à nous et puis on va terminer en essayant de donner des éléments de réponse à cette question: comment arrêter de vivre une vie de débauche? Et avec nous pour en parler, il y a vous déjà sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel, donc un S à intime et un S à conviction. Vous défilez sur la page de l'émission, il y a le post en rapport avec le thème de ce soir qui a déjà été posté. Vous pouvez aussi, il y a les numéros de téléphone qui vont s'afficher sur le bas de l'écran. Vous pourrez nous envoyer un SMS et les messages les plus pertinents seront donc relayés pendant ce programme. Et avec nous ce soir donc sur ce plateau, il y a vous, Michel Camneau, le psychologue qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir. Merci de dégager toujours de l'espace dans votre emploi du temps pour nous. Non, chaque fois que c'est possible. Hein. Voilà. J'avoue que ce n'est pas toujours possible, mais oui. Comme il faut déférer, n'est-ce pas, à ces nombreux téléspectateurs qui sont scotchés, accrochés à cette émission, voilà, on se donne la peine comme ça. Voilà, on se donne la peine, n'est-ce pas, d'être présent pour apporter, si possible, un éclairage, une contribution. Oui. Alors, et puis, il y a vous, apôtre Jérémie Nimbot, votre, merci, avec votre emploi du temps. C'est que le lundi, souvent aussi chez vous, c'est plein. Merci d'avoir accepté d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie et je me réjouis déjà de la grâce que j'ai de pouvoir participer à cette émission merveilleuse. Merci encore. Voilà, je rappelle que vous êtes là aussi, non seulement en tant qu'homme de Dieu, mais aussi en tant qu'auteur, parce que vous avez travaillé justement sur la question qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire la débauche. D'ailleurs, le dernier livre que vous avez commis, Sodome et Gomorrhe, revient largement sur ce qui est de la débauche. Effectivement, dans le livre Sodome et Gomorrhe, nous avons des cas de personnes qui ont confessé et qui ont reçu la foi en Jésus-Christ, des personnes qui ont versé dans l'inceste, dans la zoophilie, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans l'adultère, et qui ont été des esclaves dans ces domaines et qui sont parvenus à la liberté en recevant dans leur cœur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, donc c'est encore possible pour vous qui nous regardez ce soir et qui vous posez peut-être la question de savoir: est-ce que je veux pouvoir m'en sortir? Chaque fois que je vais arrêter, je n'y arrive pas. Souvent, la volonté seule ne suffit pas. Voilà donc. Et puis, un autre invité spécial de ce soir. Spécial parce que vraiment, chapeau qu'elle a accepté de s'ouvrir comme ça à nous ce soir. On va l'appeler Hélène. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Oui. Et merci de parler à cœur ouvert. Hélène, à cœur ouvert. Hélène, ça vous convient comme prénom d'emprunt? Ça ne dérange pas. Voilà. Alors, le décor est planté. Place au témoignage. Alors, on débute avec vous, donc, comme on s'est dit, Hélène. Votre histoire débute quand vous aviez l'âge de 16 ans. Vous avez connu l'homme pour la première fois à 16 ans. Et ensuite, vous avez commencé, vous m'avez dit, vous avez multiplié les petits copains. Pourquoi? Déjà, je multiplié les petits copains à cause de mon physique.
mon physique attirant, je me servais de ça pour avoir des petits copains. Et voilà, j'avais aussi cet amour pour l'argent depuis le bas âge, la belle vie, tout ce qui va avec. Bon, et sans faire exprès, les petits copains venaient à moi parce que je ne les draguais pas et je ne les refusais pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils vous faisaient comme cadeau à cet âge-là? À cet âge-là, puisque j'avais une maman sérieusement sévère, je recevais juste de l'argent. De l'argent et peut-être je pouvais demander des chaussures, mais j'aimais beaucoup plus de l'argent. Ouais. D'accord. Alors, et puis, vous menez cette vie, et puis à 24 ans, il y a le déclic qui s'opère par cette sortie avec votre sœur, on va dire. Une grande sœur amie. Grande sœur, Bon, c'était un soir. Je louais dans un appartement à Bonamoussadi. À vos frères? Naturellement, à mes frères. Vous travaillez déjà? Mais non, j'ai jamais travaillé. Jusqu'à présent, par la grâce de Dieu maintenant, je travaille. Mais jusqu'à là, je n'avais jamais... Vous n'aviez jamais travaillé? Qui vous payait l'appartement à 24 ans? À 24 ans, parce que je m'assumais. Je savais comment gagner mon argent avec mes multiples sorties, je ne peux pas appeler ça comme ça, mes amis. Voilà. Elle était ma voisine de palier, alors je tiens à rappeler que dans le passé, j'aimais vraiment des vêtements super sexy. Et elle me regardait tout le temps et elle me disait, mais tu as du potentiel. Et je répondais, je sais. Bon, un soir, elle m'invite dans un nightclub très branché à quoi? Quand on arrive, un nightclub spécialement pour les expatriés. Quand on arrive ce soir, je découvre un autre aspect de la vie. J'étais tellement courtisée ce soir, on dirait que j'étais la seule femme dans la salle. Bon, je me suis fait du chiffre ce soir. Voilà comment j'ai pris goût à faire des échanges du morning sex, en fait. Un morning sex, qu'est-ce que c'est? Un morning sex. Oui. Voilà, c'est comme ça en fait que ça débute. Qui consistait en? Comme vous l'entendez, du morning sex. Donc, à avoir des rapports sexuels avec des gens moyennant de l'argent. Exact. Oui. Ce soir-là? Puisque en fait, le nightclub était réputé pour ça. Donc, c'était un peu comme une maison... Close. Bon chic, bon genre. Donc, les personnes qui entraient, c'était des personnes friquées. Donc, vous avez le choix. Non, pas vous avez le choix, le partenaire aussi a le choix. Vous allez en sieste, en nuitée. Ça dépend de votre convenance et du cachet, en fait. D'accord. Et la sieste, c'est combien de temps? Naturellement, la sieste, c'est 1 heure de temps. La sieste, c'est 1 heure de temps, mais quand vous êtes bonne, elle est moins d'1 heure de temps. D'accord. Alors, est-ce que lorsque vous arriviez à avoir, vous avez dit hors antenne que vous arriviez à avoir 5 à 6 partenaires par jour? En fonction de l'objectif que vous vous fixez. Par exemple, si vous avez un loyer de 180 000 à payer à la fin du mois et que, par exemple, je ne sais pas si je peux employer le terme, votre sugar daddy ne vous a pas vite fait un dépôt, vous allez vous chercher pour payer le loyer parce que le bailleur, ça, ne veut pas comprendre si, voilà. Alors, vous expliquez pour que les gens qui ne comprennent pas, qu'est-ce que c'est un sugar daddy? Un sugar daddy, en fait, c'est ce pépé-là qui est bien friqué, qui fait recours à la jeune femme que vous êtes. Ou alors, c'est cet homme-là qui est bien friqué, avec qui vous entendez bien. Ce sont ces appellations en fait, qu'on appelle sugar daddy. Et vous payez votre loyer combien le mois? Bon, ça dépend d'où je vivais. Vous viviez, vous payez à combien? Le déclic, à l'époque, comme j'étais à Bonamoussadi, je payais une maison de 80 000. Après, je suis allée à Lokpom, parce que je tiens à préciser que je suis mère d'enfants. Et quand vous avez des enfants, vous avez besoin d'espace. Voilà. À Lokpom, quand ça commençait, à Bonamoussadi, quand ça commençait, j'étais dans une maison de 80 000, une maison une chambre, salon, douche, cuisine dans un immeuble.
gardien, parking. Bon. Donc, et après, vous allez à leur pomme, c'est monté à combien? À leur pomme, c'était à 120 000. 120 000. Oui, 120 000. Et vous ne travailliez pas? Enfin, vous ne faisiez pas d'activité comme Non, 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 non. Non, non. Et ça ne dérangeait pas. Ça ne pesait pas. Bon. Nous étions au stade de 6 hommes par jour, c'est ça? Ça dépend de l'objectif. Il y a aussi des cotisations, hein, cotisations féminines. Il y a aussi peut-être changer sa garde-robe, avoir une nouvelle mèche. Ça dépend de l'objectif que vous voulez. Donc, et de la cadence, parce que l'argent n'est pas facile à trouver. Oui. Le jour que vous avez l'opportunité de vous en faire un peu plus, faites-le, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'en trouver. Alors, vous êtes aussi inscrit sur des sites de rencontres. Oui, parce qu'il faut... C'était pourquoi? C'était toujours pour se faire de l'argent, naturellement. On ne va pas dans un site de rencontre. Bon, d'autres, ils vont pour se chercher l'amour. D'autres, ils vont pour multiplier les conquêtes, pour se faire du beurre, c'est-à-dire de l'argent. Alors, quand vous alliez là-bas, quelle était l'annonce? Est-ce que vous postiez une annonce? Qu'est-ce que vous disiez sur ces sites-là? L'annonce ne compte pas, c'est la photo que vous postez qui compte. Donc, si vous postez une photo sexy, et ça dépend aussi des sites. Hein. Qu'on ne va pas donner pour que... ouais. Ça dépend aussi des sites. Il y a des sites de rencontres, mais la plupart des personnes qui vont s'inscrire, c'est beaucoup plus pour cela, parce qu'il y a d'autres grands hommes qui n'ont pas du cran d'aller dans un nightclub et draguer une femme, qui avait cette opportunité de faire les chiffres de 2 millions. Bon, là, c'est en fonction des week-ends. C'est pas un soir, week-end, une semaine. Je vous ai aussi expliqué que ça dépend de votre capacité à gérer. Parce que, à gérer quoi? À gérer cet argent. Quelqu'un ne va pas vous donner un chiffre pareil juste pour que vous écartez des pieds et pour avoir des relations sexuelles avec vous. Il y a des vices qui vont derrière. C'était quoi comme vice? Bon, pour celles-là qui l'ont fait, elles m'ont raconté. Bon, vous savez, d'autres personnes ont des fantasmes terribles. Il y a des tortionnaires en sexe. Des tortionnaires en sexe. Tortionnaires. Bon, le sadomachisme. Voilà, poliment parlant. Il y a d'autres qui ont des fantasmes très élevés. Il y a des libertins. Monsieur et madame viennent. Alors père et fils viennent. Voilà. Père et fils. Ouais, père et fils, il y en a. C'est à vous de voir si vous pouvez gérer en fonction de... Plus la mise est grande, plus l'effort est grand, plus l'enjeu est grand. Voilà. Vous avez parlé d'autres choses aussi? Donc, c'est chacun qui accrochait son sac où il peut, en fonction de son ambition. Oui, la sodomie. La sodomie, maintenant, c'est plus tabou, parce qu'il y a des femmes, je constate qu'il y a des jeunes femmes qui le font aujourd'hui pour l'amusement, pourtant que... Vous avez dit aussi qu'il y en avait qui vont vous demander de pratiquement leur manger le corps, leur lécher toutes les parties. Oui, toutes les parties. Bon, oui, il y en a des personnes qui le demandent. Lécher toutes les parties intimes et tout ce qui va avec. Ça dépend maintenant de vous. Comme je vous ai dit tantôt, plus le cachet est grand, plus le sacrifice est grand. À vous de voir si vous validez ou pas. Vous avez parlé de cette autre personne qui demandait, qui va arriver, pas doucher du tout. Il y a des personnes comme ça. Parce que, comme je vous disais tantôt... Comme ça, comment? Il y a des personnes vicieuses, c'est du vice. C'est-à-dire, il sait que je te donne beaucoup d'argent. Ma chérie... Expliquez-nous ces vices-là. Oui, naturellement, il arrive, il ne prend pas sa douche. Peut-être une autre personne, il sait personnellement qu'il a une mauvaise haleine. Et il faut vous embrasser à la bouche, carrément. Il sait qu'il a une mauvaise haleine. D'autres personnes vont vous dire, j'aime quand la nana, elle avale ma salive. C'est à vous de voir si vous supportez. Mais naturellement, les clauses se font à la base. Voilà. Quand il vous proposez votre cachet, il peut vous dire, bon, j'en rajoute. Et pour cela, je voudrais qu'on aille passer le week-end peut-être dans un hôtel luxueux, soit dans la ville, soit hors de la ville. Est-ce qu'il y en avait qui demandent de pratiquer la zoophilie parmi ces vices-là?
Pour ma part, je rends grâce à Dieu. J'ai jamais eu ce genre de proposition. Jamais ce genre de proposition. Je n'ai même pas côtoyé des amis qui ont eu ce genre de proposition, mais je sais que ça existe. Alors, qu'est-ce que vous avez eu à faire avec cet argent? Vous semblez avoir fait du chiffre, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Cet argent, déjà, j'ai eu à payer la scolarité de certains membres de ma famille, certains cousins. Jouer la belle vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire aller de nightclub en nightclub, parce que vous savez, quand on a de l'argent, on a besoin de se faire connaître. Genre, si je sais par exemple que dans ce nightclub, il y a des personnes friquées qui viennent, je dois être amie avec le DJ, je dois faire l'effort de consommer la bouteille de champagne qui est chère pour attirer l'attention, je dois avoir une nouvelle greffe, je dois avoir de nouveaux vêtements, je dois remeubler le chemin, parce que pour attirer ces personnes aussi, il va vous dire un jour je viens chez vous, parce que vous n'allez pas venir dire à un homme que bon voilà, j'ai un problème de 500 000, je veux faire quelque chose. On vous dit d'accord, tu m'invites manger chez toi quand? Il faudrait qu'il arrive chez toi, qu'il voie ton standard. Et vous donnez ces 500 000? On peut te donner en plusieurs parties, ça dépend. Et ça dépend aussi le motif pour lequel il faut tout le temps mentir. Parce que ces personnes, dans ce monde-là, l'on ne vous donnera jamais de l'argent pour faire un business. Ça, c'est faux. Il faut tomber sur une personne de très très bonne moralité. Mais l'on va vous donner de l'argent pour les futilités. Donc vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez rien pu faire avec cet argent parce que de toutes les façons c'est un argent, comme vous avez dit, hors antenne, maudit. Maudit, parce que j'avais investi dans certains business. Aujourd'hui, cela s'est écroulé du jour au lendemain. Genre, parce que moi je savais pas, je n'avais même pas l'entrepreneuriat dans la tête. Mon problème était juste qu'il faut que je sois belle tous les jours. Et ces gens-là revenaient, vous changiez juste de partenaire? Non, ces gens revenaient parce que si tu es bonne, naturellement on va revenir. Qu'est-ce que ça veut dire bonne, être bonne? Être bonne en fait, c'est vous êtes sympa, vous vous comportez bien, vous êtes flexible au goût de la personne, comme un accord. Par exemple, je prends un exemple, si vous sortez avec un homme marié, et vous êtes poli, vous faites à manger, vous cédez à ses caprices, je ne vois pas la raison pour laquelle il va se détacher de vous. Alors, quand vous alliez avec 5, 6 personnes, après, comment est-ce que vous vous sentiez sur cette longue période quand même? À cette époque-là, pas de remords. Pas de fatigue, rien. Pourquoi? Parce que, bon, comme je vous ai dit tantôt, chaque personne a son domaine de compétence, c'est-à-dire, je sais comment faire pour amener un homme à un orgasme très rapidement. Je sais comment faire pour me reprendre en sauce très rapidement. Vous reprendre? En sauce, c'est-à-dire... pas de fatigue en fait, pas de remords. Alors, vous nous avez dit que vous faisiez souvent recours à des fétiches. On ne peut pas être dans ce monde sans faire recours aux fétiches parce que c'est toute une jungle. C'est toute une jungle. Et pour mon cas, on fait recours aux fétiches pour 2 choses. Pour 3 choses, je veux dire. Il faut s'attirer des hommes riches. Pour que quand tu demandes, on te donne facilement. D'autres font recours aussi pour avoir l'attirance. Genre, quand j'arrive quelque part, c'est moi qu'on doit voir. Donc, vous avez fait recours aux fétiches pour avoir l'attirance? Non. Jamais. Pour vous, c'était quel motif? Mon motif pour moi, c'était la protection. Parce que puisque ces gens étaient friqués, dans ma tête, j'avais toujours peur que, bon, avec des histoires qui se racontent, il peut me vendre, il peut profiter de mon étoile. Ça se fait, ça se passe. Je peux arriver un jour avec un monsieur, peut-être que c'est un bois, arriver, il m'avale, je sais pas moi. D'accord. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé que vous étiez en train de vous prostituer? Parce que, hors antenne, vous me disiez que
pour vous, c'était pas... Pour vous, dans votre tête, ce n'était pas de la prostitution? Moi, je prends la prostitution. Pour moi, je prends une prostituée, ce sont ces jeunes dames-là qui restent en route. Pour moi, quand vous allez dans un nightclub, vous investissez votre argent. Je vous prends pour une femme à une certaine classe de vie, style de vie. Pour moi, prostituée, c'est un peu... Donc, vous êtes jamais senti prostituée pendant ces moments-là? À la fin, vers ma prise de conscience. Oui. Mais quand j'étais très active, non. Je disais, j'aime la lifestyle, je fais la lifestyle. D'accord. Alors, on va revenir vers vous hein, pour avoir certains détails. Est-ce que, avant de poser la question aux experts qui sont avec nous, est-ce que à un moment donné, vous aviez l'impression qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui vous poussait à le faire, ou bien vous le faisiez consciemment, il faut accuser personne? Non, poussé à le faire, non, parce que j'avais très confiance en moi et en mon physique, comme je l'ai dit tantôt, mais il y avait un phénomène qui m'attristait et qui me faisait comprendre qu'il y a un truc qui ne marche pas. C'est quoi? C'était du genre, vous rencontrez un monsieur aujourd'hui, vous faites un mois de relation, après du jour au lendemain, il revient tout pâle, c'est que j'ai perdu de l'argent, les enfants ont chuté, tu te poses la question, mais c'est quand ça arrive à mon tour que tu deviens pauvre, quoi. Qu'est-ce qui n'allait pas? Plus d'une fois, plus deux fois, c'est là déjà compris que non, il y a quelque chose en fait qui ne tourne pas. Et effectivement, vous allez nous dire si après vous avez pu en discuter avec ces personnes-là hein, pour savoir si ils ont trouvé leur voie ou bien ils ont complètement disparu de vos radars. Non, on ne disparaît pas du radar avec moi. Comment ça? Parce que je sais que je suis bonne, donc on entretient la relation, mais elle est plus intense en fait. Vous devenez en second plan puisque vous n'avez plus du chiffre. D'accord, donc vous vous formiez à savoir comment tenir les hommes dans un lit. C'est ça, se former? On se forme comment? On ne se forme pas. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça former, hein. Ça dépend au fur et à mesure que le temps passe. Vous découvrez, voilà, vous avez de l'expérience, vous découvrez. Voilà. D'accord. Alors moi je m'avais posé la question déjà comme ça à Michel Camneau. Dites-nous, est-ce qu'on pratique la débauche de façon consciente? Merci pour cette question. Ça dépend de ce qu'on met dans consciente. Déjà, consciente, ça fait référence à la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est la mémoire vive que l'être humain a. Cette mémoire vive tire sa source maintenant dans le subconscient. Dans le subconscient, enregistre systématiquement, automatiquement, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous faites dans la vie. Il enregistre et chaque fois que vous avez besoin de nouvelles idées, vous avez besoin d'idées, de solutions et tout ça, le conscient va aller dans le subconscient, puiser dans les éléments de tout ce que vous avez déjà emmagasiné, enregistré depuis longtemps pour vous les donner. Donc, est-ce qu'on pratique de façon consciente? De façon consciente, si, dans votre histoire récente, vous avez emmagasiné suffisamment d'éléments qui vont dans le sens de la débauche, à ce moment, vous êtes conscient que vous êtes en train de faire ce que vous avez vu dans les livres, dans les journaux pornographiques, dans les films et tout ça. Vous êtes bien conscient à ce moment. Mais si vous n'avez pas été habitué à ça et que par le cours des circonstances, un ami ou quelqu'un, une amie, vous a tiré dans ce monde et ça vous entraîne de façon... vous êtes dans une forme d'entraînement. Entraînement par le fait des choses, entraînement parce que vous vivez une nouvelle dynamique. C'est-à-dire que, vous savez, je prends un exemple, hein, une camarade qui vous invite en boîte de nuit, vous allez vous trouver la soirée assez plaisante. Le lendemain, elle vous dit non mais comment, on n'y va pas aujourd'hui, on y va encore. Vous y allez et vous vous retrouvez dans un cycle, à force d'y aller, vous perdez carrément la conscience que vous êtes en train de jouer un jeu dangereux. Jusqu'au jour où peut-être quelqu'un va vous détailler la façon dont vous êtes en train de vivre et vous allez peut-être prendre conscience. Mais on peut pratiquer de façon consciente comme on peut le faire de façon inconsciente. Mais dans tous les cas... Dépendamment de l'influence, il y a l'influence extérieure. Voilà, ça dépend donc de l'influence extérieure. C'est ça. D'accord.
Alors, moi, je vais vous poser la question à vous, apôtre Jérémie Limbotte. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui peut favoriser la débauche? Bon. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui peut favoriser la débauche? Disons qu'à la base, il y a la nature de l'homme. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui le pousse à vouloir vivre de manière autonome par rapport à Dieu et à ses règles. Donc, pour moi, le premier facteur, c'est notre nature. Le deuxième facteur, ça peut être aussi une certaine compagnie. Lorsque nous écoutons le témoignage de Hélène, elle dit le déclic central s'est produit lorsque j'étais en contact avec telle personne de ma famille. Mais là, je parle sur le plan spirituel. Je ne parle pas du plan physique, de ce qu'on ne voit pas. Parce que oui, lui, il a abordé le plan je voudrais ici physique. ressortir un élément fondamental. Elle dit dans son témoignage, tous ceux avec qui elle allait finissaient par avoir des problèmes, tels que des faillites, des catastrophes, des destructions. Alors, je voudrais simplement dire qu'il y a tous les symptômes qui me permettent d'affirmer que Hélène était simplement un instrument entre la main de la puissance des ténèbres. Donc il y avait des esprits, des entités qui avaient élu domicile en elle, qui lui donnaient une vigueur physique capable de prendre 6 hommes par jour. Et tous les hommes qui allaient avec elle, leurs étoiles étaient simplement subtilisées, leur énergie était gaspillée, leur prospérité tombée. Donc c'est la possession démoniaque qui Et quels sont ces démons-là? C'est comment elle s'appelle? Jézabel Non, je n'ai pas... C'est au-delà de Jézabel? Non, il s'agit simplement ici des démons qui opèrent dans le domaine de l'immoralité sexuelle. C'est vrai qu'il y en a en charge de la prostitution, en charge de la sensualité, en charge de l'inceste, en charge de la zoophilie. Il y a un ensemble de catégories qui opèrent. Lorsqu'elles s'emparent d'une personne, le corps de la personne devient un temple, une espèce de sanctuaire dans lequel ils vont habiter. Et par le canal du sexe, ils vont détruire la destinée de ceux qui vont s'accoupler avec de telles personnes. D'accord. Alors, on va marquer une pause avec justement cet appel à témoins. Vous aussi, vous pouvez participer à ce programme, tout simplement en nous laissant un message dans la messagerie privée de l'émission ou encore en nous contactant par les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous aurez donc l'appel à témoins et juste derrière, on répond à la question: comment arrêter de vivre une vie de débauche? Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Alors, de retour sur ce plateau, on répond donc à la question: comment arrêter de vivre une vie de débauche? Dans le témoignage d'Hélène tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle n'avait pas de remords. Hein. Alors, comment est-ce que les psychologues que vous êtes expliquent cela, Michel Camneau? Oui, elle n'avait pas de remords parce qu'effectivement, elle rentre dans la deuxième catégorie de ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que poser des actes sans avoir conscience directe de ce qu'on est en train de faire, parce qu'elle y a été entraînée d'une façon ou d'une autre. Donc du coup, elle n'avait pas conscience que c'était la débauche, elle n'avait pas conscience qu'elle menait une vie qui allait à l'encontre, n'est-ce pas, de ce que la société recommande.
puisqu'elle trouvait du plaisir justement à aller avec ces hommes, à gagner de l'argent, à jouir, n'est-ce pas, des plaisirs de sens. À partir du moment où elle trouve son intérêt, elle ne peut pas comprendre qu'on lui dise que c'est une vie de débauche, c'est mauvais et tout ça. Donc voilà la raison principale. Mais je veux dire que où est-ce que, parce qu'il n'y a pas que son cas à elle, où est-ce que une jeune fille peut, et un jeune homme, parce que dorénavant, on a aussi les escort boys, où est-ce qu'un jeune puisse le courage de vous regarder et vous dire, écoutez, bah, c'est ma vie, hein, j'en fais ce que je veux, je me vois pas, je pense pas que ce que je fais est mal, je vis que ma vie. Oui, la première source vient, on va dire, de la République et même de notre système de gouvernance mondiale. C'est-à-dire qu'on est entré dans un cycle de désordre généralisé, on est même carrément dans un cycle de chaos généralisé où ce que nous considérons comme des valeurs sont en train d'être bousculés dangereusement par des nouvelles méthodes qui viennent naturellement de la mondialisation et que l'Occident, il faut bien le nommer, aujourd'hui s'emploie à nous l'imposer comme la nouvelle norme. Et du coup, ça bouscule toutes nos valeurs. Et maintenant, comme il nous l'impose, c'est à coup de guerre, à coup d'argent, à coup comment on appelle ça, de culture, c'est-à-dire que le cinéma et tout ça, il nous l'impose de façon insidieuse et de façon physique aussi. Et du coup, ça change le paradigme. À partir de ce moment, le jeune qui grandit dans ce sillage-là et qui s'identifie à tous ces éléments, il pense que c'est devenu la norme. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile d'accuser l'Occident de vous présenter d'autres valeurs? Est-ce qu'on a vu des jeunes avoir... Est-ce que le jeune qui choisit pour modèle Michel plutôt que de choisir pour modèle, je veux dire, Jérémy, il n'est pas... Est-ce qu'il est forcé par qui? Il est responsable quelque part parce que c'est sa vie peut-être. Sauf que sa vie rentre dans un ensemble qui s'appelle la République. Donc c'est la République qui impose des modèles, vous voulez dire? Non, la République, prenons le cas du Cameroun puisque nous y sommes, la République, mais ce qu'on voit aussi un peu partout, a développé un système qu'on va appeler tolérance administrative. C'est-à-dire un certain nombre de choses. Ce que Hélène, par exemple, dit, c'est interdit par la loi, mais l'administration laisse faire. Ouais. Quand vous allez dans la rue, là, vous allez voir plein de prostituées. La prostitution est interdite par la loi, mais il y a une tolérance administrative qui fait qu'on laisse faire. Mais le fait de laisser faire d'autres personnes sans les punir encourage d'une façon insidieuse d'autres personnes à continuer dans la même direction. D'accord. Alors, et puis sur le plan spirituel, on aimerait bien comprendre ce qui se passe. Quel est le jeu, quels sont les enjeux sur le plan spirituel lorsqu'on parle de sexe, lorsqu'on parle de débauche, lorsqu'on parle de Sodome et Gomorrhe, de ce qui se passe dans Sodome et Gomorrhe? Alors, lorsqu'on parle des enjeux, il faut comprendre qu'à la base, Dieu a fait l'homme et la femme et a disposé que le sexe était dans le cadre du mariage. Une fois qu'on brise cette loi pour rentrer notamment dans ce qui s'appelle la débauche, il y a nécessairement des conséquences, notamment des conséquences purement spirituelles. Tout à l'heure, vous avez suivi son témoignage en disant que tout homme avec qui elle allait voyait sa destinée être totalement détruite. Nous vivons dans une société où, comme le psychologue venait de le dire, il y a des instruments qui véhiculent une culture. Ça peut être Internet aujourd'hui. Il est établi que plus de 30% des recherches sur Internet ont trait au sexe. Ça peut être la télévision, ça peut être une certaine littérature. En ce moment, ce qui est bien prend la forme du mal et ce qui est mal est appelé bien. La Bible dit même malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. Mais la vérité, c'est que la personne va se souiller, la personne va se polluer, la personne sera infestée par de mauvais esprits et c'est sa destinée qui sera totalement enterrée, malheureusement, au plan purement spirituel. D'accord. Donc, si on comprend bien, sur le plan spirituel, les démons utilisent le sexe pour créer le chaos. Bien entendu, la parole de Dieu dit que
quand vous faites un avec une prostituée, vous êtes une seule et même chair. Il faut comprendre que le sexe n'est pas, comme la plupart des gens le pensent, un acte purement physique. Parce que c'est le seul acte dans lequel deux personnes fusionnent pour être une. Alors, lorsque les démons veulent se propager dans des vies, la porte du sexe est largement utilisée. Donc, les personnes qui sont habitées par ces entités, il suffit qu'elles aient des actes sexuels avec vous pour que ce soit une porte de destruction. Il y a de nombreuses personnes qui vont vous dire « ma vie allait bien jusqu'à ce que je rencontre tel homme. Ma vie allait bien jusqu'à ce que je sorte avec telle femme et puis je me suis écroulé dans tous les domaines. » Donc c'est une porte utilisée par le monde des ténèbres. Vous allez noter même que dans les sociétés exotériques modernes, le côté sexe est extrêmement mis en valeur, extrêmement pratiqué. Il y a des partout, c'est-à-dire des relations sexuelles en groupe. Il y a des orgies. Et souvent on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ces gens font? Mais en réalité, elles sont possédées par des démons de pornographie qui vont éveiller leur sens sexuel, et lorsqu'ils seront en train de pratiquer ces actes, ce sera une pollution généralisée. C'est des voies de possession démoniaque extrêmement généralisées. Lorsqu'une société s'ouvre à de telles pratiques, je voudrais donner un exemple. Il y a la putréfaction de notre société actuellement. De plus en plus, vous voyez je ne sais pas, c'est des nightclubs ou bien c'est des snack bars. Des maisons closes, des clubs privés. Il y a beaucoup de clubs privés dans la ville. Des striptease. Il y a des photos de femmes qui sont nues. Des sites internet aussi. On indique qu'il y a... Oui, mais encore, faut dire, ce qui est le plus grossier, c'est que c'est sous nos yeux. Et comme le psychologue était en train de le dire, c'est totalement opposé à la loi. Oui, mais c'est pour nourrir les fantasmes de plusieurs personnalités. Hélène l'a dit, de plusieurs, pas seulement des personnalités, des cadres qui contactent via des sites pour avoir des faveurs des dames. Alors, Hélène, on revient vers vous. À ces moments où vous étiez dans cette vie-là, où était la famille? La famille. Votre famille à vous, votre famille élargie. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Qu'est-ce qu'elle vous disait? Bon, déjà, j'ai été indépendante de très jeune. Donc, quand j'ai perdu ma maman, puisque c'est la seule personne qui est arrivée à me cadrer by force, quand j'ai perdu ma maman, j'ai pris mon indépendance. Je me suis mise à vivre toute seule. Bon, je ne donnais vraiment pas accès à qui que ce soit de me parler parce que voilà, je ne dépendais de personne. Est-ce que vous alliez dans des réunions familiales, à des enterrements où il y a la famille Mais malheureusement, je ne sais pas si je peux dire malheureusement, ici chez nous en Afrique, quand quelqu'un a un peu de moyens, il domine sans faire exprès sur les autres. Ah, d'accord. Donc vous dominiez sur eux parce que vous aviez le pouvoir financier. Voilà, je ne sais pas si dominer est poli, mais malheureusement c'était ça parce que voilà, une tante sait que si elle me parle mal par rapport à mon style de vie, à la rentrée scolaire, je n'envoie pas une enveloppe, peut-être pour dire bon tata, j'envoie les cahiers pour mes neveux, vous venez pas chez moi en vacances, ça c'est sûr. Je ne t'aide pas en fait. D'accord. Alors, à quel moment, quel a été le déclic? Quel est l'événement qui vous a amené à vous dire, à vous réveiller, à prendre conscience que, en fait, ce n'était pas bien? J'avais préparé une sortie pendant plusieurs semaines. Cette sortie était même sur un spot publicitaire, un peu de partout, dans un nightclub très branché dans le quartier de Bonanjo. Les gens venaient un peu de partout. Ce soir, je me suis fait toute belle en estrade. Quand j'arrive, ce jour, nous étions installés, notre table réservée avec des amis. Pour la première fois dans ma vie, j'ai eu honte de moi, mais pourtant j'étais très sexy et très très jolie. Je me suis dit sur le coup, bon, ça arrive, peut-être comme j'ai pas encore le punch, ça arrive. Je me suis consolée comme je pouvais.
Quelques temps plus tard, j'entends une voix qui me dit « tu mérites mieux ». Alors quand j'entends « tu mérites mieux », je me galvanise en fait. Je me dis « bon, c'est sûr qu'aujourd'hui là, je vais taper fort ». Oui. Mais la tristesse était juste intense. Oui. Bon, pour ne pas gâter le feeling de la soirée, je m'excuse, je vais aux toilettes pour essayer de me vibrer un peu. Oui. Et quand j'arrive alors, je me mire et la voix me redit Vous essayez de vous vibrer. Qu'est-ce que ça veut dire, essayer de se vibrer? Essayer de se vibrer, c'est-à-dire essayer de se redonner courage. D'accord. Quand je me mire encore, cette même voix me redit, tu mérites mieux, c'est pas ton monde ici. Bon, pour la première fois, j'ai pleuré, hein. Et je suis sortie. Le véhicule avec lequel j'étais, j'ai demandé que nous partons. Je suis rentrée chez moi. Ah, quelqu'un, un de vos amis avait mis à votre disposition un véhicule et un chauffeur? Oui, naturellement, parce que dans certains endroits, on ne peut pas arriver en taxi, ça vous rabaisse, ça vous discrédite en fait. On prend déjà pauvre fille, voilà. D'accord. Et puis, on a démarré, nous sommes rentrés chez moi. Jusqu'à là, je ne savais vraiment pas ce qui m'arrivait. Quelques temps après, j'ai commencé à réduire le nombre de sorties. J'ai commencé à réduire beaucoup de trucs. Et jusqu'au jour où je tombe sur une chaîne chrétienne et je décide de m'aventurer. Ah, d'accord. Donc pour vous, c'est Dieu qui a changé. C'est Dieu qui a changé ma vie. Oui. Alors, l'autre chose qu'elle aimerait savoir, hein, qui sont les personnes que vous avez rencontrées dans ce milieu? Je veux dire, quel est le profil des personnes que vous rencontrez dans ce que vous aviez fait, ce que vous faisiez de votre vie? Le profil... Est-ce que ce sont des jeunes élèves des lycées là? Non, mais non. Non, mais attendez. Le profil importe peu. Non, je veux dire que des jeunes filles comme vous qui font cela, c'est qui? Parce que vous n'étiez pas la seule. Est-ce que c'est des enfants qui viennent de familles, entre guillemets, normales, classiques? Est-ce que c'est des enfants de familles pauvres? C'est qui? Est-ce que c'est des lycéennes? Non, pas des étudiantes? Pas des lycéennes, parce que chaque personne a sa classe d'amis. C'était des jeunes femmes comme moi, ambitieuses. Donc chacun venait de... Qui faisaient quoi dans la vie? C'est ce qu'on veut savoir. Nous étions dans le même cercle. Qui étaient toujours dans la même bulle que moi. Aucune d'elles ne travaillait. On s'assumait en fonction de notre mode de vie. Bon, d'autres faisaient des commerces en ligne. Oui, bon, ça veut dire tu dors chez toi et puis tu gères en ligne. D'autres aussi avec des business, que ce sont d'autres personnes qui géraient. Comme moi aussi, j'avais certains business dehors. C'est d'autres personnes qui gèrent. Mais on ne se tue pas. On ne se tue pas à la chair. On ne suit pas pour avoir de l'argent, en fait. Donc, famille aisée. D'autres venaient des familles aisées. Non, je ne peux pas dire aisées. D'accord. Alors, je vais lire quelques réactions sur la page Facebook de l'émission, mais aussi sur la page de Canal 2 International. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel, vous défilez, vous allez voir le post qui a déjà été fait, vous mettez votre commentaire et éventuellement, s'il est pertinent, on va le relayer ici. Alors, Anne-Pierrette Eluga, l'argent facile a toujours des inconvénients, mais c'est très bien quand vous avez laissé ce chemin. Mais pour le moment, c'est la prière et Dieu qui compte lui. Hein. C'est Dieu qui l'a aidé. Je respecte celle qui fait le témoignage. Là, c'est Elena qui le dit. Bella Darel Njoya nous dit les escortes girls sont des prostituées de luxe. Et Hervé Dems, voilà, il y a Jacob Kelly. My sister, give your life to God, c'est déjà fait. Géord Arsène qui dit, je remercie cette brave dame. Je peux juste lui demander de reprendre sa vie dignement et de s'occuper de ses enfants malgré tout ce temps qu'elle n'a pu rien réaliser. Au contraire, elle aurait pu perdre sa vie. Oui, c'est ce qu'elle a fait, c'est reprise en main. Hein. C'est justement pour que les jeunes filles qui nous écoutent, les jeunes filles qui nous regardent, les jeunes filles qui ne savent même pas qu'est-ce qui les amène à sortir, à tout le temps avoir des envies de sexe, hein. C'est pour vous dire que c'est encore possible de changer. Alors, bon, et puis, oui, il y a des messages qui se répètent. Alors, moi, je vais vous poser la question à vous, pasteur Jérémie Nembot. Bah, finalement, il n'y a pas, finalement, pour elle, son déclic a été de
de se tourner vers Dieu. Oui, et puis j'aime le moment où elle se retrouve dans son lieu de service, entre guillemets. Et à 2 reprises, une voix lui dit « Tu mérites mieux ». Là, il s'agit certainement de la voix de Dieu qui parle au travers de sa conscience. Quelles peuvent être les conséquences sur le plan spirituel si on continue dans une vie de débauche malgré des avertissements ou pas? Mais les conséquences sont désastreuses. Même au plan physique, vous pouvez faire une maladie comme le sida et périr. Au plan spirituel, vous êtes une personne souillée. Cela signifie qu'une personne souillée signifie ne peut pas marcher dans la communion avec Dieu. Et même par rapport au regard africain sur de telles personnes dans une famille, même si vous dominez à cause de la puissance financière, lorsqu'on vous regarde, vous êtes un peu comme la mouche dans le lait de la famille. Vous ne donnez pas un bon exemple à la société. Donc voilà quelques-unes des conséquences. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que lorsqu'elle entend cette voix à 2 reprises qui dit « Tu vaux mieux que cela », il s'agit ici de la conviction du Saint-Esprit dans son cœur. Le Saint-Esprit est en train de la convaincre et de briser dans le refoulement qu'elle avait. C'est vrai. Elle pouvait aussi avoir l'impression que c'est une voix après avoir bu 1, 2, 3 verres. Hein, sauf qu'après cette voix, elle n'a pas pu avoir la paix. Voyez, tout ce qu'un homme fera hors de Dieu, il le fera avec un esprit agité. Si c'est une voix qui vient de Dieu, ça veut dire que Dieu a un agenda pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a des projets merveilleux. Tu vaux mieux que cela. Donc j'ai des projets merveilleux pour toi. Et dès que cette voix agit, on ne peut plus avoir la paix. On ne peut plus être dans le repos. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est comme si Dieu a mis un miroir devant elle pour qu'elle commence à se voir telle que Dieu la voit. Et c'est le point de départ pour la repentance et le changement de vie. Alors, et vous, sur le plan psychologique, docteur Michel Cabnou, quel peut être l'impact? L'impact, c'est une chose. Déjà, avant l'impact, il faut évoquer ici l'aspect même du déclic. Le révérend évoque l'appel de Dieu qui, à un moment donné, vient toucher son cœur. Mais sur le plan psychologique, il y a autre chose également. C'est-à-dire que certaines personnes vont se retrouver dans ce milieu, comme j'expliquais tout à l'heure, alors que leur subconscient a enregistré pendant longtemps des éléments plutôt dans le sens positif, des éléments dans le sens d'un bon encadrement familial et tout. Bon, par erreur, par copinage et tout ça, elles vont se retrouver hors de la route, tracée normalement par la normale. Parce qu'elles se retrouvent là. Elles vivent un petit niveau, un petit instant de qu'elles croient être du plaisir, mais en réalité c'est une illusion. Mais très rapidement, le subconscient va reprendre les rênes puisque notre corps est physique. Il y a un élément qui n'est pas physique, qui est métaphysique, qui est esprit, que j'appelle dans le subconscient, qui est en réalité le moteur de notre vie. Parce que c'est de là que viennent les ordres. Même quand vous clignotez simplement les yeux, l'ordre est déclenché à partir du cerveau. Donc, pour dire qu'à un moment donné, le subconscient va faire un peu le bilan de sa vie et c'est à partir du subconscient que toutes ces idées vont lui revenir pour dire vraiment tu mérites mieux. Peut-être au vu de tous les conseils qu'elle a reçus de ses parents, de son père, de sa mère, de cousins et cousines et tout ça, à un moment donné, toutes ces idées reviennent en surface pour lui dire vraiment tu mérites mieux. Ça crée un déclic. Et peut-être il n'y a pas que cela, il y a aussi les moments, les temps forts de cette vie-là. Est-ce que vous avez des souvenirs, des moments où vous avez pensé, vous avez dit ah j'ai failli y passer, ou bien qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous avez eu des moments marquants comme ça dans cette vie-là? C'était lesquels? On ne peut pas être dans cette vie sans ne pas avoir de moments marquants. C'était lesquels? Je me rappelle une fois, au gradé, Léon était arrivé ici parce que nous étions... De l'armée? Je préfère ne pas... Ah, parce que oui. Nous sommes souvent en contact avec des majordomes d'hôtel, des réceptionnistes, des directeurs de boîtes de nuit. Alors il m'appelle, il me dit viens, voilà. Je me rappelle, nous étions dans une table de 10 femmes.
Chacun buvait à son gros, mais lui, même il était éloigné puisqu'il ne devait pas s'afficher. Bon, il fallait donc qu'il fasse son choix. Quand il a fait son choix sur moi, nous sommes allés dans un hôtel de la place. Arrivé ce jour, quand ce monsieur s'est déshabillé, j'ai eu la chair de poule, je ne vais jamais oublier. Il était tacheté comme une panthère. Mon premier réflexe fut, je dis, mais ce monsieur-ci, il a beaucoup d'argent, même s'il faut aller en Europe faire un laser, c'est pas simple. Bon, voilà. Je décide, il avait des bijoux en or. Quand il enlève ses bijoux, il se met à les vanter. Car ma chevalière m'a coûté telle somme d'argent, je l'ai acheté en Inde, mon alliance comme ça, comme vous les filles de la nuit, vous volez. Si tu prends un bijou aussi, tu vas te faire du beurre et tout. Je fais comprendre que non. Non, je suis pas intéressée, c'est pour toi. On convient sur la somme d'argent, mais je n'étais plus vraiment active, puisque dans ça, moi aussi, comme je vous ai dit tantôt, j'allais faire recours au magicien pour que quand je tombe sur une mauvaise personne, que j'ai un signal. J'en avais déjà un ce jour et j'étais consciente que je suis dans les sales draps. Bon, puisque le monsieur était robuste, je ne pouvais pas faire le poids. Je devais donc faire recours à la flatterie. Bon, je dis non, je ne suis plus intéressée. En fait, j'ai bu, je suis un peu... Il me dit non, tu n'es plus intéressée, tu vas passer la nuit avec moi. Et le matin, je te donne ton argent. Je fais comprendre que non, je ne prends pas quelque chose que je n'ai pas travaillé. Tu veux faire des dons. Il y a des lépreux un peu de partout. Vas-y faire un don. Il dit d'accord. Il dit ok, voilà. Je te libère vite fait et on va. Je prends bon sur moi. J'ai dit bon, ok. Dieu va me protéger, je vais sortir de la vivante. Au moment d'aller à l'acte, il me demande de lui passer sa chevalière. C'est là que je comprends que non. Et dans cette histoire, quand vous allez chez un féticheur, vous donnez une partie de vous pour signaler le décret. Vous pouvez dire par exemple moi j'avais une chevalière. Quand je l'avais et que je suis en danger, elle me serrait. Ah, vous aviez une chevalière? Ouais. Ah, votre marabout vous avez donné une bague? Donc, elle a été détruite. Alors, il me dit, prends ma bague, tu me la donnes. Je dis, non. Tu es entré, tu t'es débarbouillé tout seul. Oh, mais vas-y, prends ta bague. Il a insisté, il m'a brutalisé. J'ai dit, non, ici, ça va pas, je vais sauter. Du haut de l'immeuble, mieux je me fracasse la tête, mais je ne veux pas mourir comme ça. Il a insisté, il fallait que je crée une histoire. Je demande pardon, je demande vraiment pardon pour toutes ces personnes qui m'écoutent là. Je sais, c'est vraiment pas, c'est très sensible, mais c'est la triste réalité. J'étais obligée de mentir, non, voilà, je suis fille unique à ma maman est couchée à la morgue, en fait c'est pas ma vie, et je suis juste sortie parce que je suis dans une famille polygame, on nous a abandonné l'échange, vraiment laisse-moi un peu prendre une respiration, après je reviens à toi, parce qu'il m'avait quasiment déchiré l'habit. Il s'est levé, il a pris sa chevalière et je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est quand on veut faire les rapports que tu prends ta chevalière? Dans ma tête, je savais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, voilà. Et ça n'a pas été le seul moment? Il y en avait plein d'autres, mais c'est celui qui m'a vraiment marqué. Quoi d'autre, un autre? Une autre fois, je suis tombée sur un jeune garçon, vraiment très très beau, mais il était logé dans ce même hôtel de la place. Quand j'arrive, il me fait comprendre à la base qu'il y a un vendeur de diamants. Je suis tellement contente, mais quand j'arrive, je le regarde et je dis, mais un vendeur de diamants... Bon, je dis, bon, il y a des personnes qui ont de l'argent, mais qui ne se font pas voir. Quand j'arrive, le sentiment m'effraie. Mais c'est lui qui me fait comprendre, en fait, que ma chérie, t'es belle, change de vie. Voilà ce que je suis. En fait, il était un trafiquant d'organes. Non. Je vous assure. Non. Oui, il était trafiquant d'organes. Il vous a dit quoi? Et qu'il est trafiquant d'organes. Il m'a montré mon argent, qui était son argent. Il m'a dit, bon, j'ai déjà reçu l'argent, vas-y et ne reviens plus. Ce jour, je me rappelle, je suis sortie de cet hôtel, j'ai bu du vin comme je n'avais jamais bu. J'ai partagé du vin comme je n'avais jamais partagé. Comme on dit dans le monde, le sadaka. Sadaka, j'ai partagé comme je n'avais jamais partagé. Et pourquoi il vous a laissé? Il m'a laissé en fait parce que quand on n'a pas encore connu Christ dans sa vie, on dit la chance. Mais quand on a connu Christ dans sa vie, on se rend compte que le Seigneur a donné sa vie pour nous et qu'il a des plans de joie et de paix pour nous. Alors, ce n'était pas encore mon moment. Voilà. Ah, mais j'ai la chair de poule. Non, il y a de quoi, parce que moi-même, je me rappelle de cette histoire. Elle date de
Vous êtes passé à côté, hein? Oui, à côté. Voilà. Mais bien heureusement, je suis restée amie avec 7 personnes. Je suis restée amie avec 7 personnes. On ne s'est plus jamais vu physiquement. Mais de temps à autre, il m'écrit. Quand il arrive au Cameroun, il m'appelle. Ah, c'est comment je suis au Cameroun? Il dit, ah, excuse-moi. Mais il vend des organes. Alors, on est en train de sortir, hein, juste derrière la synthèse, juste derrière la transition. Je suis un peu sonnée quand même. Juste derrière la transition, on fera la synthèse. Alors, on est en train de sortir, on sort avec la dernière anecdote. Laquelle? Ça va peut-être permettre aux jeunes filles qui regardent la vie des autres sur les réseaux sociaux, dans les téléréalités, et qui rêvent, avoir de l'argent sans travailler. Hein, ça va peut-être réveiller certaines consciences. La dernière? La dernière, elle était moins grave parce que voilà, c'était un monsieur, je sais pas, oui, un monsieur Ghanéen. On a passé la nuit ensemble. À un moment, je l'ai retrouvé par terre. Et j'ai dit, mais on a dormi ici ensemble. On était là ensemble et naturellement, quand je pose le pied sur toi, pour que si tu bouges, que je comprenne. Il dit, mais comment ce monsieur a fait pour se retrouver par terre? Et voilà, je suis sortie de là, je n'ai pas pris mon cachet. Je suis sortie, je l'ai abandonné là-bas. Il dormait ou bien? Il était par terre. Je n'ai pas voulu regarder s'il est inconscient ou pas parce que c'est effrayant de voir que vous êtes dans un hôtel, un beau hôtel, un lit bien dressé et vous dormez par terre comment? Avec une jolie dame près de vous, c'est bizarre. D'accord. Alors, un conseil aux jeunes filles qui ont mené la belle vie, qui mènent cette vie, hein, et qui ne savent même pas comment elles vont, qui ne savent pas par où elles vont commencer pour laisser, qui ne savent même pas comment on fait pour laisser. Qu'est-ce que vous leur direz? À quoi est-ce qu'elles peuvent s'accrocher? Le premier conseil que je donnerai d'abord à tous ceux qui m'ont écouté, qui me regardent, à ces jeunes filles, c'est que donnons notre vie à Dieu. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Parce que moi, personnellement, je n'avais jamais pensé un jour publier de l'évangile dans ma vie. Et depuis que j'ai donné ma vie en Christ, j'ai changé. Aujourd'hui, je peux me vêtir normalement. Je n'ai plus la pression sur certains goûts. J'apprends la vie du contentement. Je fais les efforts, même pas, je ne peux pas faire les efforts. Le Seigneur m'accorde de la grâce de diminuer mon style de vie. C'est vrai, c'est trop pénible, mais bon, je me sens... Ça va se faire. Je me sens bien. Oui. Et ça fait du bien de travailler par ses propres mains. Exact. Oui. Quand je donne ma vie à Christ, une semaine plus tard, je trouve un travail où on me paye 100 000 francs pour... Ah, vous voyez, c'est pas rien. Pour combien de jours? C'était pour 3 semaines. Vous avez vu. 100 000 francs. Ah, oui. Donc, je rends grâce à Dieu. Oui. Cette vie, mes chères sœurs, on ne profite pas. Oui. Il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de profit dans ça. Michel Tamno, les personnes qui nous regardent et aimeraient laisser la débauche, hein, qui ne savent même pas pourquoi elles ont tout le temps envie de sexe, envie de sortir. Vraiment, la première chose, Aline, c'est d'apprendre à rompre le cercle infernal. Pour rompre ce cycle infernal, il faut commencer par prendre conscience qu'on est dans un mauvais sillage, qu'on a des mauvais amis, qu'il faut quitter ces mauvais amis. Il faut apprendre à changer de milieu. Si on est dans un milieu où la plupart des gens autour de vous vivent la débauche, vivent un système où on n'est plus cadré, tout ça, il faut quitter parfois, avoir le courage de changer de vie. Ça dit que vous êtes peut-être même chez vos parents et vous menez cette vie-là. Les parents n'ont plus de pouvoir sur vous pour vous arrêter. Prenez le risque, si vous avez pris conscience, de quitter même la maison familiale. Allez même en location pour vivre là où vous êtes capable de reprendre votre vie en main. Mais il faut aussi, en dehors des amis et du milieu qu'il faut quitter, il faut prendre l'habitude, n'est-ce pas, de faire un travail qui vous permet de gagner un argent propre. Un argent où vous en êtes fier pour le manger, le donner en toute simplicité, sans avoir de remords. C'est de ça qu'il s'agit. Et peut-être apprendre à
à diminuer son style de vie quand ça ne va pas. Je veux dire que si vous avez perdu votre emploi et que vous louez une maison de 100 000, avoir le courage d'aller prendre une maison peut-être de 50 ou bien de 30 000 en se disant que je vais pouvoir remonter. Ce n'est que provisoire parce qu'aucune situation n'est permanente. On termine avec vous. Et de s'accepter comme ça. Oui. Alors, ce que je dirais comme conseil va partir du témoignage de notre sœur Hélène. La Bible dit que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Hélène s'est retrouvée dans la fosse de la débauche. Et un jour, en recevant Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, les chaînes ont été brisées. Il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je sais qu'il y a plusieurs qui font des efforts pour changer par eux-mêmes. Ceci est louable, mais il est difficile que la nature se résorbe par les forces de la nature. En plus des solutions qui ont été préconisées par le psychologue, je pense qu'il faut recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Aussi peut-être pour nettoyer des dépôts qui ont peut-être faire sa cure d'âme. Exactement, c'est-à-dire passer par la cure d'âme et surtout par le ministère de la délivrance, parce qu'il faut vous séparer des entités qui habitent en vous et qui vous utilisent comme un instrument de destruction. Il faut recevoir la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Pour devenir aussi une créature, une belle créature, hein, comme Hélène ce soir, qui est d'ailleurs, hors antenne, je l'ai trouvée très contente de travailler. Vous êtes contente de travailler votre argent hein, par elle-même, de donner, elle connaît la valeur de l'argent parce que cet argent, elle le travaille, elle le gagne honnêtement. Il y a beaucoup de difficultés en plus. Hein. Voilà. Merci. Pour ce soir, c'est terminé. Nous vous promettons que nous allons revenir lundi prochain quand il sera 21h30 pour une histoire extraordinaire. Vous allez certainement aimer. Bonsoir.